Dio est sans aucun doute l'antagoniste le plus légendaire de la licence JoJo's Bizarre Adventure, étant d'une importance capitale dans 6 des 8 parties terminées à ce jour. Et même s'il est extrêmement mauvais et méprisable dans la plupart de ses apparitions, il faut quand même avouer qu'il est sacrément stylé, mais surtout très intéressant. À tel point qu'une personne a voulu développer encore plus ce personnage, qu'on connaît à la fois très bien par certains aspects que quasiment pas sur d'autres. Donc dans ce but, Nishio Ishin, et désolé pour la prononciation, a écrit le roman JoJo's Over Heaven. Ce livre est une interprétation de ce qui aurait pu être écrit dans le journal de Dio, évoqué plusieurs fois dans le manga et dans lequel étaient inscrits entre autres les instructions permettant d'atteindre le paradis. Ainsi, c'est une sorte de journal de bord dans lequel Dio nous fait part de ses états d'esprit vis-à-vis des événements présents et passés et nous parle de la notion de paradis. Donc pour cette vidéo, je l'ai lu et je vais vous faire une sorte de synthèse des points qui me semblent les plus intéressants. D'ailleurs, je ne pense pas que lire le roman soit obligatoire pour regarder cette vidéo, étant donné qu'elle ne traitera pas du roman dans un ordre chronologique. Mais si elle vous donne envie de le lire, vous pouvez le faire sur Stairway to VF ou en achetant directement le manga. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour soutenir la chaîne. Donc, commençons par nous intéresser à l'aspect principal de ce livre, le moyen d'atteindre le paradis. Déjà, durant les premiers chapitres, Dio nous explique pourquoi est-ce qu'il a cet objectif en tête. Et la raison principale est sa mère, qui, durant tout le temps où il l'a connue, n'a fait que lui répéter d'être droit et honnête pour pouvoir aller au paradis. Donc ce rabâchage constant amènera Dio à se demander ce qu'était vraiment le paradis, et si être bon l'y amènerait vraiment. Il finira par conclure que le mode de vie prôné par sa mère était bien trop stupide pour permettre d'atteindre le paradis, et que même un ivrogne violent tel que son père aurait plus de chances d'y aller. Ici, la mère de Dio représente la sainte. Et cette image reviendra souvent tout au long de ce livre, avec la mère de Jonathan, puis Erina et enfin Holly Joestar, dont le nom signifie littéralement sainte. Donc toutes ces femmes dites saintes sont décrites par Dio de la même manière, soit des femmes fortes mais stupides car trop gentilles, et surtout lui mettant toujours des bâtons dans les roues, notamment sa mère qui donnait le peu de nourriture qu'ils avaient à d'autres, Erina qui sera la cause de ses nombreuses défaites face à Jonathan, et enfin Holly qui amènera par sa simple existence à la mort de Dio. Ainsi, ce qui était à la base une simple croyance de sa mère deviendra, après sa résurrection dans Stardust Crusaders, le but de la vie de Dio. Et ce but se matérialisera en un plan qui nous est décrit durant tout ce livre, le plan pour atteindre le paradis. Celui-ci a été découvert par Dio, mais il ne nous est pas vraiment expliqué comment il l'a découvert, donc c'est dommage. Mais bon, ce plan est divisé en 6 étapes. Tout d'abord, il faut posséder The World, qui représente le temps. Ensuite, Dio a besoin d'un ami, en qui il peut avoir confiance et qui aura lui-même confiance en Dio. Après ça, Dio a besoin de trouver 36 âmes pécheresses et de les faire fusionner avec son stand. Ensuite, une fois que The World a fusionné avec ses 36 âmes, son ami doit réciter les 14 phrases suivantes, qui sont en fait les paroles d'une comptine que lui chantait sa mère. Dio doit ensuite faire preuve de beaucoup de courage pour accepter d'abandonner son stand. Et enfin, il faut trouver un endroit, l'endroit parfait dans lequel la gravité sera le plus faible possible, le Cap Canaveral. Il faut préciser que quand il écrit ses instructions, Dio n'a pas encore les solutions pour fusionner son stand avec les 36 âmes ou encore pour revenir à la vie après avoir perdu The World. Et cela permet de faire un parallèle avec Stone Ocean, dans lequel on peut voir tous les efforts mis par Pucci pour réunir tous les ingrédients que Dio lui avait demandé des années auparavant, pour honorer sa mémoire et réaliser son rêve. Mais ce paradis dont on nous parle, on ne sait pas vraiment à quoi il correspond, car ce n'est sûrement pas le même paradis que celui décrit par la religion. Et ce livre, comme la partie 6, nous amène de nombreux éléments de réponse, qui, combinés, permettent de réellement comprendre le but de Dio. Déjà, il faut savoir que l'attrait de Dio pour le destin date de sa plus tendre enfance, durant laquelle il se demandait si tout se déterminait à la naissance ou si les gens pouvaient réellement aller au paradis grâce à leurs actes. Cela dit, c'est en rencontrant Boingo, manieur du stand Toss, qu'il comprendra que le paradis, le vrai bonheur, se trouvait dans la sérénité. En effet, tout ce que l'homme peut chercher à acquérir, puissance, richesse, reconnaissance, c'est pour augmenter sa sérénité. Et le seul moyen de réellement connaître la sérénité, c'est la préparation, savoir ce qui va arriver pour pouvoir l'accepter. Et le seul moyen pour faire cela, c'est de connaître son destin, pour pouvoir s'y préparer et l'accepter. Ainsi, il n'existe plus de surprises et plus d'imprévus. Voilà d'où vient le pouvoir de Made in Heaven. Voilà pourquoi ont été créées toutes ces étapes pour atteindre le paradis, pour connaître son destin, pour permettre à tous les êtres vivants, animaux comme humains, de voir leur futur et de pouvoir s'y préparer dans un nouvel univers.
D'ailleurs, ce n'est qu'une supposition, mais dans ce livre, Dio nous explique que les animaux aussi peuvent avoir une âme. Donc je pense qu'il a fait en sorte qu'eux aussi aient accès à son paradis pour cette raison. Ensuite, durant tout le roman, Dio nous décrit ses sentiments vis-à-vis des Joestar, et plus particulièrement de Jonathan, Jotaro et Joseph. Déjà, il fait une rétrospective de tous les événements de la première partie, mais de son point de vue. Et en plus d'être très intéressant pour tout fan de JoJo, ça nous permet d'apprendre quels ont été ses sentiments vis-à-vis de Jonathan tout au long de sa vie. D'abord, il établit une distinction entre Jonathan, décrit comme un héritier, et lui comme un voleur. Ce qui est d'ailleurs pointé du doigt comme la raison de leur différence fondamentale d'état d'esprit. Ainsi, étant un héritier, Dio a commencé par détester Jonathan, qui représentait pour lui la définition même du mal. Un privilégié, né riche, qui deviendra encore plus riche grâce à ça et rendra son fils encore plus riche qu'il ne l'a été, et ainsi de suite. Sauf que, après l'avoir poussé à bout, Dio verra le vrai visage de Jonathan. Un vrai altruiste qui ne se battra jamais pour lui-même, mais qui est capable de tout pour protéger ou laver l'honneur des personnes qui lui sont chères. Ainsi, de ce moment-là jusqu'à leur dernière rencontre, Dio respectera de plus en plus Jonathan. Et ce n'est qu'après leur affrontement final qu'il le considéra comme son égal, le seul à l'avoir toujours tenu en échec, son véritable frère. Il en viendra même à le qualifier rétrospectivement comme le seul ami qu'il n'ait jamais eu avant Pucci. Ainsi, depuis cette époque, Dio garde une certaine crainte de la famille Joestar, qui est emplie de courage et qui a su le tenir en échec 4 fois. Donc, bien qu'au début du roman, Dio ne prête pas plus attention que ça aux Stardust Crusaders, il se méfiera de plus en plus des descendants de Jonathan, jusqu'à envoyer directement ses plus puissants sous-fifres pour les abattre. Et il avouera même avoir réellement peur des Joestar quand ils réussiront à vaincre J-Gale, All Horse et Enya. C'est très intéressant de voir à quel point cette peur prend de plus en plus de place dans le récit, avec dans les premiers chapitres seulement quelques allusions au groupe de Joestar, pour qu'à la fin ils deviennent si importants que Dio doive mettre en pause ses recherches pour atteindre le paradis et même aller jusqu'à envoyer Pucci accompagné d'un garde du corps en Amérique, pour éviter que son White Snake ne tombe également entre les mains des Joestar. Par rapport à ça, quand on lit la partie 3, on a vraiment l'impression que Dio n'en a rien à faire et qu'il envoie juste des manieurs pour rire, en se disant qu'au pire, il pourrait les vaincre lui-même. Mais en voyant le tout du point de vue de Dio, on se rend compte que en fait, il s'en souciait beaucoup, et a même été empêché par la vieille Enya d'aller leur régler leur compte lui-même directement au Japon. Par contre, si Dio témoigne du respect et même une certaine forme d'affection envers Jonathan, ce n'est pas du tout le cas pour ses descendants, qu'il désigne comme fourbe et mu uniquement par l'envie de sauver Holly, et non par le moindre sentiment de justice. Notamment car il n'hésite pas à éliminer ses sbires, qu'ils soient adultes, enfants, femmes ou même handicapés. Donc Dio exprime bien à plusieurs reprises la distinction entre la crainte que lui inspire Jonathan de par son envie incommensurable de justice, et celle inspirée par Joseph et Jotaro qui n'est selon lui due qu'à leur ténacité et à leur égoïsme. Enfin, ce spin-off, bien que pas totalement canon, nous donne quand même pas mal de petites précisions autour de l'univers, des événements de la première partie et surtout de Stardust Crusaders, qui en vrai, pour quelqu'un qui aime juste un peu de JoJo, n'est pas ultra intéressant, mais pour un vrai fan, c'est super cool, et ça permet d'avoir une idée plus précise du déroulement des événements. Donc on a par exemple plein de précisions sur les états d'esprit de Dio qu'on ne voit plus ici comme un monstre sanguinaire mais comme un être à part entière, qui a de vrais dilemmes émotionnels et auxquels on s'attache beaucoup plus au travers de ce livre que dans les parties 1 et 3. On a notamment pas mal de précisions sur son attachement à sa famille. Par exemple, avant, je croyais qu'il aimait beaucoup sa mère, mais ici, il nous explique qu'il a toujours détesté son caractère de sainte, et qu'il s'est même pris à légitimer la violence qu'elle avait subie de la part de son père, qui d'ailleurs était bien détesté par Dio, qui le considérait comme l'itération la plus misérable de l'être humain. D'ailleurs, je trouve le personnage de la mère de Dio très intéressant, surtout pour son côté assez énigmatique, car elle nous est décrite comme bien élevée, altruiste et cultivée, soit toutes les caractéristiques que pourrait avoir une noble, ce qui est étrange étant donné son lieu de vie et son mari. Enfin bref, on a aussi des précisions sur sa relation avec les Joestar, car au-delà de Jonathan, Dio semblait respecter relativement son père adoptif, qu'il aurait même hésité à tuer à cause de sa réelle sincérité. Mais son dégoût pour les aristocrates dans son genre a quand même fini par l'emporter. On a également pas mal de petites précisions sur les affaires internes à l'organisation de Dio et Enya, qui sont assez sympas et intéressantes, mais on va pas s'attarder dessus ici.
Par contre, c'est assez intéressant de parler de la relation entre Dio et Enya. Et au-delà de leur relation directe, le plus important ici est le passé de Enya, qui semble être une descendante d'un des zombies sur lesquels Dio avait fait des expériences. Ce qui serait la raison de pourquoi est-ce qu'elle a deux mains droites, et surtout de leur connexion, apparentable à celle entre Dio et les Joestar, qui a permis à Enya de sauver Dio en pleine mer après qu'il ait été remonté des profondeurs. Et enfin, il est très intéressant de suivre la relation entre Dio et Pucci. Car dans Stone Ocean, on pouvait se dire que cette amitié ne paraissait pas très naturelle. Car bon, devenir complètement dévoué à un gars qui t'a parlé 3 fois, c'est quand même un peu bizarre. Mais ici, on peut voir qu'ils ne sont pas devenus amis aussi rapidement qu'on pourrait le croire. Ils ont d'abord entretenu une relation professionnelle avant de se rapprocher, et que Dio se rende compte que Pucci était exactement le profil du meilleur ami de confiance qu'il cherchait. Ce qui permet de rendre cette amitié beaucoup plus réaliste et compréhensible, et ça, c'est cool. Voilà pour cette vidéo sur Overhaven, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je trouve ce livre très intéressant, donc même après avoir vu cette vidéo, je vous encourage encore une fois à aller le lire. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.